Imaginez le ciel de Montréal en 2026. Partout, des grues. C'est une image qu'on connaît bien. Pendant 20 ans, ces mêmes grues ont bâti ce qui ressemblait un peu à un rêve. Des tours à condos, le symbole de l'accession à la propriété. Mais aujourd'hui, si on regarde de plus près, la réalité est complètement différente. Elles construisent des immeubles entiers, conçus dès le départ pour une seule chose, la location. Fait que la question se pose, que s'est-il passé à Montréal ? Pourquoi les promoteurs, presque du jour au lendemain, ont-ils tourné le dos au condo pour se lancer massivement dans le locatif ? C'est vraiment le cœur de notre analyse aujourd'hui. On va plonger dans cette métamorphose du marché immobilier montréalais. Nos sources, principalement des analyses de fonds de wikiresidence.ca et infodrone.ca, parlent carrément de l'ère du tout locatif. Notre mission, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ce virage. Quelles sont les forces économiques, les décisions politiques et puis les changements sociaux qui nous ont menés là? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour la vie des gens qui cherchent un toit à Montréal? On va décortiquer tout ça. Et pour bien comprendre, je pense qu'il faut commencer avec quelques chiffres. Des chiffres qui frappent. À première vue, on pourrait se dire que tout va bien. Les mises en chantier globales ont augmenté de 5,6%. On construit plus, c'est une bonne nouvelle, non? A priori, oui. Sauf que le diable est dans les détails. La part du locatif privé, elle, a littéralement explosé. Elle a raflé la quasi-totalité des nouveaux projets. Et ça crée une tension incroyable sur le marché. Le taux d'inoccupation pour les appartements neufs, donc ce qui est réellement disponible, est critique. Critique, c'est-à-dire? On parle de 1,3% à 1,5%. C'est presque rien. Concrètement, si on cherche un 2 chambres, un 4,5 dans un de ces nouveaux immeubles, le loyer moyen s'est stabilisé en décembre 2025 autour de 2 260 $. C'est notre point de départ. D'accord, le décor est planté. Mais la question de fond demeure. Pourquoi ce virage si soudain? D'un point de vue purement business, ça semble contre-intuitif. Vendre un condo, c'est un profit rapide, direct. Louer, c'est un revenu sur le long terme. Qu'est-ce qui a rendu la location soudainement si attractive? La réponse, en fait, c'est une sorte de tempête parfaite. Une tempête parfaite. Oui, plusieurs facteurs en même temps. Mais commençons par le plus évident. L'acheteur. Il y a quelques années, obtenir une hypothèque, ça semblait simple. Aujourd'hui, avec des taux qui oscillent entre 4,5% et 5%, Ouf. oui, la capacité d'emprunt a fondu comme neige au soleil. Pour un même revenu, on se qualifie pour beaucoup, beaucoup moins. Et les promoteurs l'ont vu tout de suite. Les préventes de condos, qui étaient le moteur de leur projet, se sont effondrées. Le téléphone a tout simplement arrêté de sonner. Donc, le client a disparu. Les promoteurs ont dû s'adapter ou mourir, en quelque sorte. Exactement. Ils ont complètement changé leur modèle d'affaires. Au lieu de viser le profit unique et rapide, ils ont adopté une stratégie de gestion d'actifs à long terme. Et c'est là que ça devient fascinant. Une étude de l'IRIS, qui est citée dans nos sources, montre que le rendement net pour un immeuble locatif à Montréal peut atteindre 11% à 14% par an. 11 à 14%, c'est Non. énorme. C'est énorme. On ne parle plus de construire un logement pour une famille, mais bien de créer un produit financier performant. On change complètement de philosophie alors. Le locateur devient en quelque sorte une ligne de revenus récurrent, un peu comme un abonnement à Netflix, mais pour un toit. C'est une excellente analogie. Et l'actif lui-même, l'immeuble, prend de la valeur. Une tour locative neuve avec un taux d'occupation de 98% ou plus, c'est un actif de premier ordre. Les fonds de pension, les fiducies de placement immobilier, les fameux REITs, se les arrachent. Pour eux, c'est un investissement stable, prévisible et très rentable. Ce qui est intéressant avec les REITs, c'est que ce sont des véhicules de placement accessibles en bourse. Donc, indirectement, des milliers de petits investisseurs deviennent copropriétaires de ces tours sans jamais y mettre les pieds. Ils participent à ce modèle sans même le savoir. D'accord. Donc le marché s'est ajusté à la réalité des taux d'intérêt. Mais nos sources insistent sur un autre facteur, un véritable accélérateur, un game changer fiscal. Le gouvernement a mis de l'huile sur le feu, si on veut. C'est le moins qu'on puisse dire. L'élément déclencheur, ça a été l'abolition par le gouvernement fédéral de la TPS sur la construction de logements locatifs neufs. Ah oui! Et la mesure a été immédiatement imitée par Québec pour la TVQ. Attends une minute. Sur papier, ça représente une économie de 5% sur les coûts d'un projet. Ça ne me semble pas si énorme au premier abord. Est-ce que c'est vraiment ça qui a tout fait basculer ?
Absolument. Et c'est là que l'effet d'échelle est crucial. 5%, ça peut paraître modeste, mais sur un projet de 50 ou 100 millions de dollars, ce n'est plus la même histoire. Prenons un exemple concret tiré des sources. Un immeuble de 100 unités. L'abolition des taxes, c'est une économie directe nette de 2 à 3 millions de dollars. 2 à 3 millions, d'accord. C'est de l'argent qui va directement dans les poches du promoteur avant même que le premier locataire ait emménagé. C'est plus que suffisant pour changer complètement le calcul de risque et de rentabilité. Et si on ajoute à ça le revenu annuel? Faisons le calcul. 100 unités louées à notre loyer moyen de 2 260 dollars par mois, ça génère un revenu brut de plus de 2,7 millions de dollars par an. Waouh! Le promoteur a donc reçu un cadeau de 2 à 3 millions au départ et encaisse ensuite près de 3 millions par an, tout en détenant un actif qui continue de prendre de la valeur. L'équation devient non seulement évidente, elle devient irrésistible. Ok, l'équation financière est limpide. Mais qui sont ces entreprises qui parient des centaines de millions de dollars sur ce nouveau modèle? On voit leur nom sur les chantiers, partout en ville. Absolument. Ce n'est pas un phénomène abstrait. Les sources nomment plusieurs acteurs majeurs qui ont fait ce pivot. Le groupe Quorum, par exemple, est un cas d'école. C'est un promoteur historiquement très axé sur le condo. Leur projet Dahlia, à Saint-Laurent, un complexe de 249 unités, était initialement sur les planches à dessin pour être vendu. Et ils ont tout changé. Tout. Face au changement de marché, ils ont tout converti en locatif. C'est un virage à 180 degrés. Et il y a le projet Canoë à Hochelaga. C'est fou, je passe devant régulièrement. C'est plus qu'un chantier, c'est un nouveau quartier qui sort de terre. Ça change complètement le paysage du coin. On sent la transformation du quartier juste en voyant la taille de ses grues. Et c'est un exemple parfait de cette nouvelle vague. Rachel Julien, le promoteur, y va avec un projet colossal de 928 logements à terme, entièrement locatifs. Ils répondent à une pénurie immense dans un quartier qui s'est beaucoup embourgeoisé, mais ils le feront en cimentant un modèle locatif. Et puis il y a des joueurs comme Omnia Technologies avec le projet Elan ou Le Balt dans le quartier des spectacles. Eux, leur marketing est fascinant. Comment ça? Ils ne vendent plus des murs ou une adresse. Ils vendent un style de vie urbain clé en main. Accès à la salle de sport, terrasse sur le toit, espace de coworking, tout est inclus. C'est un service. C'est presque un abonnement à un mode de vie sans l'engagement et le fardeau d'une hypothèque. Exactement. Mais pour que ce modèle fonctionne, il faut qu'il y ait des clients prêts à payer 2 260 dollars par mois. Moins que ces options ont changé. C'est le cœur du problème. Le marché de la revente, qui est l'alternative pour devenir propriétaire, est devenu un parcours du combattant. Les sources citent un indicateur très parlant. Le ratio ventes nouvelles inscriptions était de 112% en décembre. 112%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour simplifier, ça veut dire qu'il se vendait plus de propriétés qu'il n'en arrivait de nouvelles sur le marché. C'est le signe d'un marché de vendeurs frénétique, où les premiers acheteurs n'ont quasiment aucune chance. Ils se font constamment surenchérir, j'imagine. Constamment, ils sont épuisés. Et donc, découragés, ils se tournent vers la location neuve. Mais là aussi, il y a un choc. Un choc énorme. C'est ce que les analystes appellent le prix du transfert. Un ménage qui loue un 4,5 dans un immeuble plus ancien, disons à 1 500 dollars, et qui veut ou doit déménager dans un appartement neuf, doit s'attendre à une augmentation de 600, 700, voire plus par mois. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas un petit ajustement, c'est une bombe dans un budget familial. Exact. Ça force beaucoup de gens à rester locataires, mais dans un marché où la pression à la hausse est constante. Si on met tout ça ensemble, clairement, pour bien des gens, l'idée de devenir propriétaire à Montréal, ça commence à ressembler à un lointain souvenir. On se dirige tout droit vers une société de locataires. Les chiffres le confirment. Le prix médian d'une maison unifamiliale qui frôle les 800 000 dollars, un condo à 470 000 dollars. Pour la majorité des jeunes familles ou des nouveaux arrivants, la mise de fonds est devenue un obstacle infranchissable. La location n'est plus un choix transitoire en attendant d'acheter, c'est devenu une situation permanente par nécessité. Et qu'est-ce que ça implique socialement de devenir une ville majoritairement locataire? Ça doit créer de nouvelles formes de précarité? Absolument. On parle d'une insécurité résidentielle croissante. Être locataire dans un marché aussi tendu, ça signifie vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La peur des rénovations, des reprises de logements. Exactement. Des hausses de loyers abusives.
c'est un stress constant. De plus, le poids du loyer dans le budget explose. Les sources soulignent qu'une part grandissante de la population, et en particulier les familles monoparentales, consacrent bien plus que le seuil recommandé de 30% de son revenu pour se loger. Et quand 40 ou 50% de ton chèque de paie part dans le loyer, il ne reste plus grand-chose pour le reste. C'est ça. Et ça a aussi un impact sur la géographie de la ville, sur qui peut vivre où. C'est l'autre enjeu majeur, la mixité sociale. Cette vague de projets locatifs neufs, avec des loyers très élevés, s'installe souvent dans des quartiers centraux ou en devenir. Ça accélère la gentrification, ça fait monter les prix de tout le quartier, et ça finit par pousser les ménages à plus faible revenu, les artistes, les familles qui étaient là depuis longtemps, toujours plus loin en périphérie. On risque de se retrouver avec un centre-ville de locataires à haut revenu et des banlieues de plus en plus éloignées pour tous les autres. Face à cette situation, la ville de Montréal n'est pas restée les bras croisés. Il y a eu une tentative de réguler tout ça. Le fameux règlement pour une métropole mixte, le 20-20-20. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné, semble-t-il. C'est un échec assez bien documenté dans nos sources. L'intention était bonne, mais... C'était quoi l'idée au juste avec ce règlement? On en entend parler, mais c'est un peu flou. L'idée était d'obliger les promoteurs de grands projets à inclure 3 volets. 20% de logements sociaux, 20% de logements dits abordables et 20% de logements familiaux. Sur le papier, c'était une politique ambitieuse pour garantir la mixité. Mais dans la réalité, Dans la réalité, le règlement permettait aux promoteurs de contourner ces obligations en payant une compensation financière à la ville. Et c'est ce que la quasi-totalité d'entre eux ont fait. Pour eux, le calcul était simple. Payer la pénalité coûtait moins cher et était beaucoup moins compliqué que de gérer la construction de logements sociaux. C'est devenu une simple ligne dans leur budget. Et le résultat concret de tout ça? Le résultat, c'est que la ville a collecté plus de 66 millions de dollars en compensation. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais ça ne se transforme pas automatiquement en logement. Pendant ce temps, le nombre d'unités sociales réellement construites grâce à ce mécanisme est dérisoire. Dérisoire. On parle de 189 unités en plusieurs années. Le règlement a échoué à créer la mixité espérée. Alors, ça soulève une question cruciale. Si le secteur privé, même avec des incitatifs et des règlements, ne construit pas de logements abordables, qui va le faire? La réponse qui émerge de plus en plus clairement, c'est le secteur communautaire. Les organismes à but non lucratif, les OBNL en habitation, pendant longtemps on les a vus comme des acteurs de niche, mais ils sont en train de devenir des piliers centraux du développement. Hmm. Il y en a environ 1650 au Québec et ils se professionnalisent. Des programmes comme Loger Plus, par exemple, ont été créés pour les aider à acquérir des terrains et à monter des projets d'envergure, pour essayer de rivaliser avec le privé. Mais est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de rivaliser avec des géants comme Quarom ou Rachel Julien? C'est leur plus grand défi. Ils n'ont pas les mêmes liquidités, pas le même accès au financement rapide. Quand un bon terrain se libère, un promoteur privé peut signer un chèque le lendemain. Un OBNL doit monter un dossier, attendre des subventions. C'est une course inégale. C'est une course inégale. Mais leur impact, quand ils réussissent, est immense. Et pas seulement socialement. C'est aussi un bon investissement pour la société. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Une étude fascinante, citée dans nos sources, a calculé l'impact économique d'un logement stable et abordable fourni par un OBNL. En offrant cette stabilité, on réduit la pression sur tout le système social. Moins de problèmes de santé liés au stress, moins de recours aux services d'urgence, moins d'itinérance. Au total, on estime l'économie pour l'État à 7 328 $ par personne par année. Ah ouais, quand même. Offrir un logement n'est pas une dépense, c'est une économie. Si on se projette vers la fin de la décennie, disons 2030, à quoi va ressembler le portrait de la construction à Montréal selon cette tendance? Les prévisions sont assez radicales. On estime que le locatif privé représentera entre 80% et 85% de toutes les nouvelles constructions. Une domination quasi totale. Oui, le secteur hors marché, donc les OBNL et les coopératives, réussira à capter environ 10 à 12% du marché s'ils sont bien financés. Et les condos destinés à la vente, ils deviendront un produit de niche, une part résiduelle de 5 à 8% du marché. Le virage sera complet. Et est-ce que ce rythme de construction, même s'il est dominé par le locatif, est suffisant pour régler la crise? C'est là que le bas blesse. Et c'est peut-être le chiffre le plus important à retenir de toute notre discussion. Pour rétablir un semblant d'équilibre et d'abordabilité sur le marché montréalais, les experts estiment qu'il faudrait construire 72 000 nouveaux logements par an. 72 000. Et on en est où actuellement? On plafonne à 23 000. C'est waouh. L'écart est abyssal.
Il est abyssal. Même en construisant à plein régime, on ne répond même pas au tiers du besoin. La conclusion est donc inévitable. La pression sur les loyers et les prix va rester extrêmement forte pour les années à venir. Le secteur des OBNL est plus qu'un filet de sécurité, il est indispensable. Mais le défi du financement public pour leur permettre de combler ne serait-ce qu'une partie de cet écart est immense. Donc, pour résumer, on assiste à un virage majeur. Montréal répond à la crise du logement en construisant, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais elle construit un type de logement bien précis, des appartements à louer, pas des propriétés à vendre. C'est une réponse pragmatique, dictée par la froide logique des taux d'intérêt et la très puissante des cadeaux fiscaux. Le marché s'est adapté avec une rapidité redoutable. C'est exactement ça. Les sources nous brossent le portrait d'une ville qui s'adapte, qui trouve une solution pour continuer à bâtir. Le locatif privé permet de créer du volume, de loger des gens, et c'est nécessaire. Mais cette solution, aussi pragmatique soit-elle, soulève une question fondamentale qui va bien au-delà des bilans financiers et des taux d'occupation. Et cette question, c'est Conçus pour générer un rendement pour des investisseurs, plutôt que comme des foyers conçus pour abriter durablement ses citoyens, quelle devient, à long terme, la définition même d'un chez-soi ?